Au dîner de Thanksgiving, ma mère a distribué des enveloppes un petit bonus pour tous ceux qui aident à la maison. Quand elle m'a sauté, ma sœur a ri. Faut croire que tu ne comptes pas, j'ai juste souri, pris une bouchée, et attendu. Cette nuit-là, j'ai fermé tous les comptes familiaux que je finançais. Au matin, leurs bonus avaient disparu, et leurs cartes ont été refusées au petit déjeuner. Mais ce n'était pas la seule chose qu'ils avaient perdue. La sauce aux érelles brillait sous le lustre de la salle à manger, comme des gouttes de sang sur de la porcelaine fine. J'ai acheté ce lustre il y a 3 ans, quand l'ancien a finalement lâché, tout comme j'ai payé pour le nouveau toit, la rénovation de la cuisine, et la facture de l'impôt foncier qui aurait mené mes parents à la saisie. Personne n'a mentionné ces choses, bien sûr. Jessica, passe les petits pains, a dit ma sœur, Victoria, sans me regarder. Elle ne me regardait plus jamais, pas directement. J'étais devenu un meuble dans cette maison, quelque part entre le remboursement de ses dettes de carte de crédit et le paiement des frais de scolarité de l'école privée de sa fille, Lily. Je lui ai tendu le panier. Les petits pains venaient de Whole Foods, parce que l'arthrite de maman rendait la pâtisserie difficile ces derniers temps. Je le savais, car je l'avais conduite à ses rendez-vous chez le rhumatologue pendant les 18 derniers mois, les programmant toujours autour de mes pauses déjeuner, loin de l'agence de marketing où je m'étais battu pour atteindre le poste de directrice principale. Ils sont froids, a annoncé Victoria, en laissant tomber un petit pain dans son assiette avec un mépris théâtral. Maman, tu ne les as pas réchauffés? J'ai oublié, ma chérie. La journée a été tellement agitée. Agitée. Cette femme avait passé l'après-midi à disposer des plats achetés en magasin sur des plateaux de service, pendant que j'étais au bureau jusqu'à midi, puis que je m'étais arrêté dans 4 magasins différents, pour récupérer tout ce qu'elle m'avait demandé de prendre par texto. La dinde seule avait coûté 200 €, venant de cette ferme biologique qu'elle avait vue dans une émission de cuisine. Mon père a découpé la volaille avec la précision d'un chirurgien, ce qui était logique, vu qu'il en avait été un avant sa retraite. Excellent choix cette année, Patricia, a-t-il dit à ma mère. Bien meilleur que le désastre sec de l'année dernière. La dinde de l'année dernière avait aussi été ma responsabilité. Je l'avais cuisinée dans leur four, tout en gérant une crise de lancement de produits sur mon ordinateur portable. Apparemment, empêcher un client de plusieurs millions d'euros de partir était moins important que d'arroser la dinde toutes les 30 minutes. Autour de la table, il y avait les suspects habituels, mes parents à chaque extrémité, tels le roi et la reine de leur empire déclinant, Victoria et son mari, Brandon, d'un côté avec Lily, 13 ans, et moi, seul, de l'autre côté. Comme le nombre impair qui ne cadrait pas dans l'équation. Brandon travaillait comme cadre intermédiaire dans une entreprise de télécommunications, le genre de poste qui semblait important dans les soirées, mais qui couvrait à peine leur prêt immobilier. Le prêt pour la maison pour lequel je m'étais porté co-signataire, quand leur crédit n'avait pas suffi à lui seul pour garantir l'emprunt. Alors, Jessica, a dit Brandon, tentant une conversation comme on tenterait de désamorcer une bombe, prudemment, et avec une anxiété visible. Comment va le travail? Il avait déjà perdu tout intérêt, se tournant pour interroger mon père sur le match des Patriots. Le téléphone de Victoria a vibré. Elle l'a regardé, a souri, et a tapé rapidement sous la table, envoyant probablement un texto à ses amis au sujet de leur prochain voyage à Cancun, celui dont je l'avais entendu discuter avec maman la semaine dernière. Je n'étais pas invité. Naturellement. Ma présence plomberait l'ambiance, rappellerait à tout le monde l'existence du distributeur automatique ambulant qui finançait leur style de vie. Le repas a continué à son rythme habituel. Papa pérorant sur la politique. Maman s'inquiétant de savoir si tout le monde avait assez de tout. Victoria jouant son rôle de fille chérie qui ne pouvait rien faire de mal, et moi, mangeant en silence, tout en calculant mentalement combien ce dîner m'avait coûté. Pas seulement en argent, bien que ce chiffre fût déjà stupéfiant, mais en temps, en énergie, et dans la lente érosion de la relation que nous avions pu avoir autrefois. Je me souviens d'avoir 7 ans, et de regarder Victoria ouvrir ses cadeaux d'anniversaire, pendant que j'étais assise en tailleur sur le tapis, avec ma propre pile, bien plus petite. Même à l'époque, la répartition était inégale. Maman avait expliqué que Victoria avait besoin de plus parce qu'elle était plus âgée, plus sociable, qu'elle avait plus de dépenses. L'explication a changé au fil des ans, mais l'inégalité est restée constante. Quand j'ai eu mon premier emploi à 16 ans, en gardant les enfants des voisins, maman m'avait demandé d'emprunter mes gains pour payer la robe de bal de Victoria. Le prêt n'a jamais été remboursé. Ce schéma a continué à l'université,
où j'ai cumulé 3 emplois à temps partiel pendant que Victoria rejoignait une sororité financée par nos parents, puis durant ma vingtaine, quand j'ai gravi les échelons de l'entreprise pendant qu'elle voguait entre prof de yoga, coach de vie, et créatrice de bijoux en herbe. Aujourd'hui, je gagnais $250 000 par an, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je me sentais toujours comme cette fillette de 7 ans avec la plus petite pile. Le dîner est merveilleux, Patricia, a déclaré mon père, en repoussant son assiette vide. Si nous passions au salon? Nous avons migré, tels des oiseaux suivant un schéma ancestral. Les meubles du salon étaient neufs de l'année dernière, après que maman eut décidé que l'ancien ensemble avait l'air démodé. J'avais partagé les frais avec papa, bien que sa contribution ait représenté environ un quart de la mienne. Les coussins venaient de Restauration Hardware. Le tapis était tissé à la main. Le livre de table sur les villas toscanes coûtait plus cher que la plupart des tables basses des gens. Maman a disparu dans la cuisine, pour en ressortir avec une pile d'enveloppes couleur crème. Mon estomac s'est noué d'une manière que je n'ai pas immédiatement comprise, un instinct primaire, sentant le danger avant que mon esprit conscient ne le rattrape. Je veux faire quelque chose de spécial cette année, a annoncé maman, sa voix prenant cette qualité mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde soit attentif. Un petit bonus pour tous ceux qui aident à la maison. Elle a tendu la première enveloppe à papa, avec un baiser sur sa joue. Il l'a ouverte, a souri, et a glissé ce qui ressemblait à un chèque dans la poche de sa chemise, sans montrer le montant à personne. La deuxième enveloppe est allée à Victoria, pour être une fille si merveilleuse, et pour m'avoir tant aidé cette année. Les yeux de Victoria se sont écarquillés en regardant à l'intérieur. Maman, c'est beaucoup trop. N'importe quoi. Tu le mérites, ma chérie. Brandon a reçu la troisième enveloppe, pour avoir si bien pris soin de ma fille et de ma petite fille. Lily a eu la quatrième, son visage d'adolescente s'illuminant. Oh mon Dieu, mamie. Merci. Maman a distribué 2 autres enveloppes, à des gens que je n'ai à peine remarqués au début. Puis, j'ai réalisé que l'oncle Richard et la tante Suzanne étaient là, assis sur le canapé. Quand étaient-ils arrivés? Avaient-ils été là pour le dîner? Toute la soirée avait pris une qualité onirique. Les sons étaient étouffés, les couleurs trop vives. Tout le monde a reçu une enveloppe. Tout le monde, sauf moi. Maman s'est rassise dans son fauteuil, l'air aussi satisfaite qu'un chat qui a bu du lait. Le silence a duré exactement 3 secondes, avant que Victoria n'éclate de rire, un son aussi tranchant que du verre brisé. Faut croire que tu ne comptes pas, Jessica. 7 mots. 14 syllabes. Le résumé de 32 ans passés à être la fille acceptable, celle sur qui on peut compter, la banque qui ne ferme jamais. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. L'expression de papa était soigneusement neutre, à la manière des médecins qui annoncent une mauvaise nouvelle qu'ils ont donnée 100 fois. Brandon a eu la décence de paraître mal à l'aise. Lily comptait déjà son argent, inconsciente de tout. L'oncle Richard étudiait ses mains. Tante Suzanne a trouvé quelque chose de fascinant dans le livre sur les villas toscanes. Le sourire de Victoria aurait pu tailler des diamants. J'ai pris une bouchée de la tarte à la citrouille que j'avais apportée, en la posant sur la table basse, laissant la cannelle et la noix de muscade fondre sur ma langue, tandis que je mâchais lentement, délibérément. Tout le monde attendait ma réaction, les larmes, la colère, la scène dramatique qui leur permettrait de me dépeindre comme instable, ingrate, difficile. Au lieu de cela, j'ai souri. Cette tarte est délicieuse, ai-je dit. Je devrais demander la recette. La confusion sur le visage de Victoria valait presque la trahison. Presque. Je suis resté 1 heure de plus, à faire la conversation, à rire aux blagues de papa, à complimenter les talents d'hôtesse de maman. J'ai embrassé tout le monde pour leur dire au revoir, je leur ai souhaité bonne continuation, et je suis rentré en voiture à mon appartement en ville, celui que j'avais acheté avec mon propre argent, et décoré avec des meubles sur lesquels personne d'autre n'avait d'avis. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon téléphone a vibré à 23h47. Victoria, tu as sérieusement fermé nos comptes? Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à parcourir la liste que j'avais commencé à compiler au moment où maman avait commencé à distribuer des enveloppes comme des cadeaux de fête. Le compte joint que j'avais ouvert avec mes parents, pour les aider à gérer leurs dépenses, fermé. Mon nom retiré. Les virements automatiques, qui transféraient de l'argent de mon compte courant vers le leur chaque mois, depuis 3 ans, annulés. La carte de crédit de Victoria, celle qui était techniquement à mon nom parce que son crédit se remettait encore de sa phase entrepreneuriale, gelée, puis annulée.
Le fonds d'études que j'alimentais pour Lily, je ne pouvais pas toucher à l'argent qui s'y trouvait déjà, mais je pouvais arrêter les dépôts mensuels et me retirer en tant qu'administratrice du compte. L'abonnement de téléphonie mobile familiale, qui incluait, on ne sait comment, toute la famille de Victoria, annulé. Ils avaient jusqu'à la fin du cycle de facturation. L'assurance auto, qui regroupait le SUV de Victoria avec ma berline pour une réduction qui ne profitait qu'à elle, j'ai appelé la compagnie et séparé les polices. Son tarif allait tripler dès le lendemain matin. Mon téléphone a commencé à sonner à minuit 3. Maman. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Minuit 7, papa. Boîte vocale. Minuit 15, Victoria, à nouveau. Puis 3 textos en rafale, tu es ridicule. C'était juste une blague. Rappelle maman. Elle pleure. Je me suis versé un verre de vin, celui, cher, que je gardais pour les grandes occasions, et je me suis installé sur mon canapé. Dehors, la ville scintillait comme des diamants éparpillés. À l'intérieur, mon appartement était calme, paisible, à moi. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant des heures. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 63 textos. Je les ai tous ignorés, pendant ma séance de yoga, ma douche, mon petit déjeuner soigneusement préparé de toast à l'avocat et de café noir. À 9h30, quelqu'un a tambouriné à ma porte. Victoria se tenait dans le couloir, portant encore les vêtements de la veille, le mascara coulé, les cheveux en bataille. Elle n'avait jamais eu aussi peu l'air de l'enfant prodige. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle lancé en me bousculant pour entrer dans mon appartement sans y être invitée. « Sais-tu ce que tu as fait ? J'ai arrêté de payer pour ta vie. Tu veux un café ? Ce n'est pas drôle, Jessica. La carte de Brandon a été refusée à l'épicerie ce matin. Devant tout le monde. Nous n'avons rien pour le petit déjeuner de Lily. Il y a une épicerie à chaque coin de rue. Je suis sûr qu'ils acceptent l'argent liquide. Nous n'avons pas d'argent liquide. Tout est sur le compte que tu viens de fermer. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine, tenant ma tasse de café. Tu veux dire le compte que je finançais ? Celui sur lequel je déposais de l'argent chaque mois pour que tu puisses prétendre à une stabilité financière ? Tu n'as jamais dit que c'était ton argent. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas le cas. Son visage a défilé par plusieurs expressions, le choc, la colère, l'incrédulité, puis quelque chose qui aurait pu être de la compréhension, si cela avait duré plus d'une seconde. Tu vas vraiment faire ça pour une stupide enveloppe ? Ça n'a rien à voir avec une enveloppe, Victoria. Ça a à voir avec 32 ans à être traité comme un distributeur automatique avec un pot. Ça a à voir avec toutes les fois où j'ai payé ton loyer, réglé tes factures de carte de crédit, acheté les fournitures scolaires de ta fille, co-signé tes prêts, et que je n'ai jamais entendu de merci. Jamais rien entendu, sauf ce que je pouvais faire de plus, ce que je pouvais donner de plus, ce que je pouvais sacrifier de plus pour que tu puisses vivre confortablement. Nous sommes une famille. Une famille ne rit pas quand quelqu'un est délibérément exclu. Une famille ne se traite pas mutuellement comme des larbins. Tu es dramatique. J'ai marché jusqu'à ma porte et je l'ai ouverte. J'ai des projets aujourd'hui. Tu devrais partir. Jessica, s'il te plaît. Brandon a déjà appelé papa. Nous sommes censés avoir une réunion de famille demain. Règle juste ça avant, et nous pourrons tous passer à autre chose. Je ne viendrai à aucune réunion de famille. Tu dois venir. En fait, non. C'est ce que vous êtes tous sur le point d'apprendre. Je n'ai plus à faire quoi que ce soit que je ne veux pas faire. Elle est restée là, la bouche s'ouvrant et se fermant, comme un poisson qui se noie à l'air libre. Finalement, elle a attrapé son sac à main et est sortie en trombe, s'arrêtant à l'ascenseur pour lancer une dernière attaque. Tu vas le regretter. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur son visage rouge, et j'ai fermé la porte de mon appartement, en verrouillant les 2 serrures. Je ne l'ai pas regretté, durant l'après-midi, quand papa a appelé et que j'ai laissé le message sur la boîte vocale. Je ne l'ai pas regretté, durant la soirée, quand maman a envoyé un long paragraphe par texto sur les valeurs familiales et le pardon, qui n'incluait aucune excuse. Je ne l'ai pas regretté, durant le week-end, quand l'oncle Richard a laissé un message me traitant d'égoïste, oubliant apparemment que je lui avais prêté 10 000 € pour ses frais médicaux il y a 2 ans. Lundi matin, je suis arrivé au travail la tête haute et la conscience tranquille. Mon assistante, Jennifer, m'a accueilli avec son sourire habituel, me tendant mon emploi du temps et un café du bon endroit en bas.
Comment s'est passé Thanksgiving? A-t-elle demandé. Révélateur. Mardi a apporté une lettre, livrée à mon bureau par coursier, avec l'écriture de maman sur l'enveloppe. À l'intérieur, une carte avec un message générique sur la gratitude, et un chèque de 500 €, le même montant qu'elle avait donné à tout le monde à Thanksgiving. J'ai encaissé le chèque, puis je l'ai utilisé pour m'acheter le sac à main de créateur que je convoitais depuis des mois. Chaque fois que je le portais, je me souvenais que le prix de mon amour-propre était bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les appels n'ont pas cessé. Ma boîte vocale est devenue une chronique du désespoir, masquée par la suffisance. Papa a laissé des messages sur l'héritage familial et qu'est-ce que ta grand-mère penserait, oubliant commodément que grand-mère Rose m'avait complètement exclu de son testament, partageant tout entre Victoria et lui, parce que j'avais un bon travail et que je n'en avais pas besoin. Tante Suzanne, qui était restée silencieuse pendant la distribution des enveloppes, avait soudain des opinions bien arrêtées sur mon caractère. L'oncle Richard m'a accusé de détruire la famille par jalousie mesquine. Le message le plus révélateur est venu de Brandon, le mercredi après-midi. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Jessica, je sais que nous avons une eau différente, mais Lily demande pourquoi tu ne réponds pas à ses appels. Nous avions des projets basés sur cet argent. Des projets. Des projets construits sur mon argent, faits sans ma participation, supposés garantis comme le lever du soleil. J'ai gardé ce message vocal. Quelque chose à ce sujet a cristallisé tout ce qui n'allait pas dans la dernière décennie. Ils avaient construit des avenirs entiers sur les fondations de mon portefeuille, sans jamais considérer que je pouvais avoir mes propres projets, mes propres rêves, mon propre point de rupture. Le travail est devenu mon sanctuaire. Le comte Patterson a nécessité des journées de 18 heures cette semaine-là, me donnant des raisons légitimes d'ignorer les appels personnels. Mon équipe a fait une présentation qui a fait hocher la tête des clients avant même que nous ayons terminé la 3e diapositive. Après, ma patronne, Catherine, m'a prise à part. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, tu le canalises de manière productive, a-t-elle dit. C'était la meilleure présentation que j'ai vue de ta part. Merci. Je le pense, Jessica. Tu as toujours été bonne, mais dernièrement, il y a quelque chose de différent. De plus tranchant, de plus confiant. Elle a fait une pause. Je propose ton nom pour le parcours de direction. Il y aura un poste de vice-présidente qui s'ouvrira en mars. Je voulais cette promotion depuis 3 ans. D'une manière ou d'une autre, couper les ponts avec ma famille avait libéré un espace mental que je n'avais pas réalisé qu'ils occupaient. L'anxiété constante et de bas niveau, de savoir qui avait besoin de quoi, quelle facture arrivait à échéance, quelle crise devait être gérée, tout cela s'était évaporé. Mon cerveau semblait plus clair, plus rapide, libéré. Ce soir-là, je me suis offert un dîner au restaurant italien du centre-ville, celui avec un menu dégustation qui coûte plus cher que ce qu'était le paiement mensuel de la voiture de Victoria. Je me suis assise au bar, j'ai commandé la cormée et vin, et j'ai engagé la conversation avec la femme à côté de moi. Elle s'appelait Gabrielle. Elle travaillait dans le capital risque, et elle avait récemment coupé les ponts avec sa propre famille toxique. La meilleure décision que j'ai jamais prise, a-t-elle dit en faisant tourner son vin. Les gens pensent qu'on est censé tout tolérer de la part de sa famille. C'est des bêtises. Tu n'accepterais pas ce traitement d'un étranger. Pourquoi l'accepter de ta famille? Ma sœur a ri quand ma mère m'a délibérément exclu de ce que tout le monde recevait. Et tu es parti? Finalement. D'abord, j'ai fermé tous les comptes que je finançais. Gabrielle a ri, un rire franc et plein de joie sincère. Oh, je t'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté toute l'histoire, encouragée par le bon vin et l'anonymat d'une étrangère qui n'avait aucun intérêt dans mes choix. Elle a écouté sans jugement, intervenant occasionnellement avec ses propres expériences similaires. Au moment du dessert, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ils essaieront de te récupérer, m'a prévenu Gabrielle. Non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ont besoin de toi. Il y a une différence. Je commence à le comprendre. Nous avons échangé nos numéros. Elle est devenue ma première véritable amie en ville, quelqu'un qui comprenait la douleur spécifique d'être le distributeur automatique de la famille. Au cours des semaines suivantes, elle m'envoyait des captures d'écran de messages absurdes de ses propres parents, et je répondais avec le dernier voyage de culpabilisation de Victoria. Nous avons transformé notre traumatisme commun en comédie noire, lui enlevant son pouvoir de nous blesser. Jeudi matin, j'ai reçu un email du comptable de papa.
L'objet était, urgent, affaire de la fiducie familiale Mitchell. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de suppression, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert. L'email décrivait ce que j'avais soupçonné, mais jamais confirmé. Les comptes de retraite de papa étaient épuisés. Il vivait dessus depuis des années, complétés par mes virements mensuels, convaincu que le marché se redresserait suffisamment pour les soutenir. Ce n'était pas le cas. Les frais médicaux de maman augmentaient. Leur maison, celle que j'avais aidé à sauver de la saisie, avait une deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée l'année dernière. Sans mes contributions, ils risquaient la faillite dans les 6 mois. Le comptable, un homme nommé Harold Peterson que j'avais rencontré 2 fois lors de réunions de famille, écrivait « Votre père m'a demandé de vous contacter directement. Il est trop fier pour mendier, mais Jessica, ils ont besoin d'aide. » J'ai examiné leurs finances en détail. La seule option viable est soit un soutien familial important, soit la vente de la maison et une réduction drastique de leur train de vie. J'ai lu l'email 3 fois, attendant de ressentir quelque chose. La culpabilité, l'obligation, le vieil instinct de tout arranger. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une sorte de pitié distante, le genre de pitié qu'on peut ressentir en lisant les malheurs d'étrangers dans le journal. J'ai répondu à Harold, merci pour l'information. Je leur recommande de consulter un avocat spécialisé en faillite. Je ne fournirai aucun soutien financier. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, je comprends que c'est compliqué, mais ce sont vos parents. Et j'étais leur fille. Ils ont fait leur choix. Harold n'a pas répondu. Cet après-midi-là, Victoria est apparue à mon immeuble de bureau. La sécurité a appelé pour me demander si je voulais qu'il l'escorte dehors ou la laisse monter. J'ai envisagé les 2 options, imaginant la scène qu'elle ferait dans les 2 cas. Laissez-la monter, mais alerter la sécurité d'être prête si nécessaire. Elle a fait irruption dans mon bureau, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son pantalon de yoga était taché, ses cheveux sales, son visage bouffi par les pleurs, l'alcool, ou les 2. « Tu es en train de les tuer », a-t-elle annoncé sans préambule. Le comptable de papa dit qu'ils vont faire faillite. Le stress de maman aggrave son arthrite. C'est de ta faute. Jennifer a commencé à se lever de son bureau à l'extérieur, mais je lui ai fait signe de rester assise. Entre et ferme la porte, Victoria. Elle l'a fait, puis s'est tenue au milieu de mon bureau, comme une accusation incarnée. Assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Alors reste debout, mais baisse la voix, ou la sécurité te fera sortir. Ça a marché. Elle s'est affalée dans le fauteuil en face de mon bureau, se dégonflant comme un ballon qui perd de l'air. Combien, a-t-elle finalement demandé. Pardon? Combien veux-tu pour les aider? Je sais que tu es en colère, mais ils vont tout perdre. Ils ont déjà perdu tout ce qui comptait. Ils ne s'en sont juste pas rendus compte parce qu'ils avaient encore mon argent. Arrête d'être énigmatique et dis-moi ce que tu veux. Je ne veux rien de vous. C'est ça que tu ne comprends pas. Je ne négocie pas. Je ne joue pas à un jeu. J'en ai fini. On ne peut pas simplement en avoir fini avec sa famille. Regarde-moi faire. Le visage de Victoria a défilé par des émotions trop rapides à suivre. Brandon m'a quitté, a-t-elle dit soudainement. Les accusations de fraude, la pression financière. Il a dit qu'il ne pouvait pas le supporter. Il a pris Lily et a emménagé chez sa mère en Floride. Je suis seul dans cette maison. Je ne peux pas me la permettre, en travaillant dans la vente pour 12 € de l'heure. Et ma propre sœur ne veut pas m'aider. Cette information aurait dû m'émouvoir. Autrefois, elle l'aurait fait. J'aurais déjà été en train de calculer combien je pouvais épargner, ce que je pouvais sacrifier. Maintenant, j'entendais la manipulation dans chaque mot. Je suis désolé que ton mari soit parti. Ça doit être difficile. Difficile? Sa voix a grimpé vers l'hystérie. Je suis en train de tout perdre, mon mariage, ma fille, ma maison, et tu es désolé? Que veux-tu que je dise, Victoria? Que je vais arriver comme une sauveuse et tout arranger? Payer ton hypothèque, couvrir tes frais de justice, financer ton nouveau départ? C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Pas pour t'excuser, pas pour reconnaître ce que tu as fait, mais pour voir si tu peux me soutirer encore quelques euros. J'ai essayé de m'excuser. Tu as ri à Thanksgiving quand maman m'a sauté. Tu as ri et tu as dit que je ne comptais pas. Ce n'était pas une blague.
C'était la vérité sur la façon dont tu m'as toujours vu. C'était un commentaire stupide. Tu détruis toute notre famille pour un seul commentaire stupide. Non, Victoria. Je me sauve, après 32 ans à avoir été détruite par cette famille. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer alors, de gros sanglots secouant tout son corps. Une partie de moi se demandait s'ils étaient réels ou joués. Une autre partie s'en fichait. S'il te plaît, a-t-elle haleté entre deux sanglots. S'il te plaît, Jessica. Je sais que j'ai été horrible. Je sais que j'ai profité de toi. Je ferai mieux. Je changerai. Aide juste maman et papa. Ils ne méritent pas ça. Que méritent-ils? La question sembla la déconcerter. Elle s'essuya le nez avec sa manche, regardant autour de mon bureau comme si la réponse pouvait être écrite sur les murs. Son regard s'est accroché à la photo encadrée sur mon étagère, moi, lors d'un séminaire d'entreprise au Colorado, souriant sincèrement, entouré de collègues qui me respectaient. Ils méritent l'aide de leur fille en temps de crise, a-t-elle finalement dit. Ils l'ont eu pendant des années. Ils l'ont épuisé. On n'épuise pas les gens. La famille n'a pas de limites. En fait, Victoria, tout le monde a des limites. Vous avez juste supposé que les miennes étaient infinies. Vous aviez tort. La sécurité a frappé à ma porte. Jennifer devait les avoir appelés. Tout va bien ici, Madame Mitchell? Ma sœur était sur le point de partir. Victoria se leva, chancelant légèrement. Tu le regretteras. Quand ils ne seront plus là et que tu seras seul, tu regretteras de ne pas avoir été là pour eux. Peut-être. Mais j'aurai encore mon amour-propre. Elle est partie sans un autre mot. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de mon bureau, traverser le parking jusqu'à une vieille Honda Civic qui devait avoir 15 ans, rien à voir avec le SUV neuf qu'elle conduisait l'année dernière. Elle s'est assise sur le siège conducteur pendant 10 minutes avant de démarrer le moteur et de s'en aller. Jennifer est apparue avec un café, le bon, du café d'Aak sans grave côté. Ça va? J'y arrive. Ta famille a l'air épuisante. Il l'était, ai-je dit. Au passé. Le reste de la semaine s'est écoulé lentement, chaque jour apportant de nouvelles tentatives de franchir mes limites. Maman a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte qui disait « La famille, c'est pour toujours ». Je les ai données à l'hôpital d'en face. L'avocat de papa a envoyé une lettre officielle suggérant une médiation. J'ai renvoyé une réponse officielle, déclinant. Tante Suzanne a essayé la carte de la sympathie, laissant des messages sur à quel point ma grand-mère décédée serait déçue. J'ai bloqué son numéro. L'attaque la plus efficace est venue d'une source inattendue, Lily. Elle a réussi à obtenir mon email professionnel et a envoyé un message avec pour objet « Pourquoi nous détestes-tu » Le corps de l'email était une dissertation d'adolescente sur l'obligation familiale, parsemée de culpabilisation sur à quel point elle avait hâte d'aller à l'université, comment tous ses amis recevaient de l'aide de leur famille, comment ce n'était pas juste que sa vie s'effondre à cause de problèmes d'adultes. L'email se terminait par « Je pensais que tu m'aimais. Je suppose que je me suis trompé. Je suppose que l'argent est plus important que ta propre nièce. » J'ai fixé cet email pendant 1 heure, sentant le vieux conditionnement remonter. Elle avait 13 ans, juste une enfant, manipulée par des adultes pour devenir leur arme. Ce n'était pas de sa faute. Sauf que c'était exactement la stratégie de Victoria, utiliser l'enfant comme otage émotionnel. Compter sur mon incapacité à tenir une adolescente pour responsable du poison de ses parents. J'ai écrit et effacé 5 réponses avant de me décider pour la vérité, Lily, je t'aime. Mais l'amour ne signifie pas laisser les gens te traiter mal pour toujours. Ta mère et tes grands-parents ont fait des choix qui m'ont profondément blessé. J'ai dû faire des choix pour me protéger. J'espère qu'un jour tu comprendras que des relations saines exigent le respect de tous, pas seulement le sacrifice d'une seule personne. Je te souhaite le meilleur dans ta vie. Je n'ai jamais reçu de réponse. Soit Victoria l'a intercepté, soit Lily ne savait pas quoi faire de cette honnêteté. Vendredi après-midi, Catherine m'a appelé dans son bureau. Mon estomac s'est noué, me demandant si Victoria avait intensifié sa campagne jusqu'à mon lieu de travail, mais Catherine souriait. Le comité de direction s'est réuni ce matin. Ils veulent accélérer ta promotion. Vice-présidente des comptes stratégiques, à compter du 1er janvier. Augmentation de 30%, avantages sociaux complets, bureau d'angle à l'étage de la direction. Le bureau est devenu flou.
J'avais été tellement concentré sur la crise familiale que j'avais complètement oublié la promotion. Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. Tu l'as mérité, Jessica. La présentation Patterson a scellé l'affaire, mais tu travailles pour ça depuis des années. Félicitations. J'ai flotté le reste de la journée dans un état second, tiraillé entre des émotions contradictoires, le triomphe professionnel mêlé à la perte personnelle, le succès assombri par la certitude que ma famille ne célébrerait jamais cela avec moi. Puis j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment rien célébré avec moi. Mon diplôme universitaire avait été éclipsé par les fiançailles de Victoria. Ma première grande promotion avait coïncidé avec le lancement de son entreprise de bijoux, que mes parents avaient financé avec de l'argent qu'ils m'avaient emprunté. Chaque étape importante de ma vie avait été un décor en arrière-plan de l'histoire de Victoria, le personnage principal. Maintenant, j'étais la protagoniste de ma propre vie, et les seconds rôles avaient été coupés de la production. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai systématiquement bloqué le numéro de chaque membre de ma famille, maman, papa, Victoria, Brandon, Lily, l'oncle Richard, la tante Suzanne, même des cousins éloignés qui auraient probablement été recrutés pour la mission de culpabilisation. Chaque numéro bloqué me semblait un poids de moins sur mes épaules. Quand j'ai eu fini, mon téléphone était silencieux pour la première fois depuis des semaines. Pas de vibration, pas de notification, pas de demandes urgentes déguisées en sollicitude familiale. Juste la paix. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, ouvert une bouteille de vin, et j'ai regardé en rafale une série que je voulais rattraper depuis des mois. Vers minuit, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais passé une soirée sans qu'une anxiété liée à la famille ne me ronge. C'est à ça que ressemblait la vie des gens normaux. La légèreté. La liberté d'exister, simplement, sans gérer constamment la crise de quelqu'un d'autre ou calculer si je pouvais me permettre de payer pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Je pourrais m'y habituer. La réunion de famille a eu lieu sans moi. Je le sais parce que Victoria m'a envoyé une photo de tout le monde réuni dans le salon de maman et papa, accompagné de « Tu vois ce que tu manques ». Ce que j'ai vu, c'était un groupe de personnes qui avaient pris ma générosité pour acquise, confondu mon amour avec de la faiblesse, et supposé que je serais toujours là pour financer leur choix. Ce que je n'ai pas vu, c'est la moindre raison de regretter ma décision. La photo m'a hanté plus que je ne voulais l'admettre. Il y avait maman dans son fauteuil préféré, celui que je lui avais acheté pour son 60e anniversaire. Papa, debout derrière elle, la main sur son épaule, présentant un front uni. Victoria sur le canapé, l'air victorieux. L'oncle Richard et la tante Suzanne les flanquant comme des renforts. Même Brandon était là, ce qui m'a surprise, étant donné que Victoria avait prétendu qu'il l'avait quitté. Donc, ça aussi, c'était un mensonge. Juste une autre manipulation, une autre tentative d'extorquer de la sympathie et de l'argent. J'ai zoomé sur chaque visage, cherchant le moindre soupçon de remords ou d'introspection. Rien. Il ressemblait à un conseil d'administration convoqué pour gérer un employé problématique, pas à une famille aux prises avec sa propre toxicité. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Numéro inconnu. J'ai répondu, enfreignant ma propre règle, la curiosité l'emportant. Jessica Mitchell, une voix d'homme, inconnue. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Timothy Shaw. Je suis un thérapeute familial que vos parents ont engagé pour aider à la médiation de cette situation. Ils m'ont autorisé à vous contacter. Comment avez-vous eu ce numéro? Votre mère me l'a fourni. Je comprends qu'il y a eu un conflit familial important, et j'aimerais offrir mes services en tant que tiers neutre pour vous aider tous à naviguer. Laissez-moi vous arrêter tout de suite, Timothy. Est-ce que mes parents ont mentionné que ma sœur a tenté de commettre une fraude en utilisant mon identité? Qu'ils m'exploitent financièrement depuis des années? Qu'ils m'ont délibérément humilié devant toute la famille? Une pause. Ils ont mentionné qu'il y avait un désaccord financier et des sentiments blessés pendant les fêtes. Des sentiments blessés. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Les dynamiques familiales sont complexes. Souvent, il y a des malentendus des deux côtés et Timothy, je vais vous faire gagner du temps. Je ne vous ai pas engagé. Je ne veux pas de vos services. Quoique mes parents vous paient pour arranger ça, c'est un gaspillage de leur argent. Ce qui est ironique, puisqu'apparemment, ils n'en ont pas à Madame Mitchell, je comprends que vous êtes en colère, je ne suis pas en colère. J'en ai fini. Il y a une différence. S'il vous plaît, ne me contactez plus.
J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué ce numéro aussi. Le lendemain matin a apporté une visiteuse inattendue à mon bureau. Pas Victoria cette fois. Maman. Jennifer a essayé de l'arrêter, mais maman l'a bousculée, se déplaçant plus vite que son arthrite n'aurait dû le permettre. Jessica Eleanor Mitchell, tu vas m'écouter. Elle se tenait à l'entrée de mon bureau, 63 ans, et tremblant de rage, de peur, ou des deux. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, sa tenue de créateur probablement financée par une de ses enveloppes de Thanksgiving. Elle ne ressemblait en rien à une femme au bord de la faillite. Vous avez 5 minutes, ai-je dit, sans me lever. Ensuite, la sécurité vous escortera dehors. Maman a fermé la porte et s'est assise sans y être invitée, se perchant sur le bord du fauteuil comme un oiseau prêt à s'envoler. Comment ai-je pu élever une fille aussi cruelle? Est-ce une question sincère ou rhétorique? Ne fais pas l'intelligente avec moi. Je suis ta mère. Et je suis votre fille. Celle que vous avez délibérément exclue devant toute la famille. Celle dont vous n'avez jamais reconnu les années de soutien financier. Dois-je continuer? Cette histoire d'enveloppe était un malentendu. Vraiment? Comment peut-on mal comprendre le fait de sauter une personne tout en donnant de l'argent à toutes les autres? Son visage a rougi. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de quelques centaines d'euros. Donc vous admettez que c'était délibéré. J'admets que nous pensions que tu comprendrais. Victoria et Brandon ont des difficultés. Lily a besoin de choses. Ton père et moi avons un revenu fixe. Tu as plus cassé. J'avais plus cassé parce que je travaillais pour ça, pas parce que c'est apparu comme par magie. Nous ne t'avons jamais rien demandé que tu n'étais pas prête à donner. Le révisionnisme était à couper le souffle. Vous me demandiez de l'argent constamment. Chaque mois, comme une horloge. Le loyer de Victoria, le paiement de la voiture de Brandon, les frais de scolarité de Lily, vos impôts fonciers, les factures médicales de papa, le toit, la cuisine. Nous n'avons pas demandé tout ça. Tu as offert. J'ai offert parce que vous m'aviez déjà dit que vous étiez désespéré. Parce que vous m'aviez déjà expliqué qu'il n'y avait pas d'autre option. Parce que j'avais été conditionné depuis l'enfance à croire que ma valeur pour cette famille se mesurait à ce que je pouvais fournir. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, la même performance qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies. Je n'arrive pas à croire que tu penses que nous ne t'aimerions que pour ton argent. Quand m'avez-vous jamais aimé pour autre chose? La question est restée en suspens dans l'air, comme de la fumée. Maman a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. J'ai attendu, sincèrement curieuse d'entendre sa réponse. Ce n'est pas juste, a-t-elle finalement dit. Ce qui n'est pas juste, c'est de réaliser à 32 ans que sa propre famille vous voit comme une ressource plutôt que comme une personne. Tu es dramatique. Les familles s'entraident. C'est ça, l'amour. Non, maman. L'amour est réciproque. L'amour est respectueux. L'amour ne rit pas quand quelqu'un est délibérément exclu. Ce que nous avions, c'était une transaction, et je n'accepte plus les termes. Elle a sorti un mouchoir de son sac, tamponnant ses yeux avec soin pour ne pas abîmer son mascara. Ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress. S'il lui arrive quelque chose, tu devras vivre avec ça. Papa avait des douleurs à la poitrine avant que je ne coupe les ponts. Il en a depuis 3 ans. Je l'ai conduit chez le cardiologue 6 fois, vous vous souvenez? Chaque fois, le médecin a dit que c'était le stress, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice. Peut-être suggérer qu'il essaie ses solutions au lieu de me blâmer. Tout allait bien jusqu'à ce que tu piques ta crise. Tout allait bien pour vous. Moi, je me noyais. Mais tant que les chèques passaient, personne ne le remarquait. Maman se leva brusquement. Je ne t'ai pas élevé pour que tu abandonnes ta famille. Vous ne m'avez pas élevé du tout. Vous avez élevé Victoria. J'existais juste à côté d'elle utile quand vous aviez besoin de quelque chose, invisible le reste du temps. Elle s'est dirigée vers la porte, la main sur la poignée. Quand nous perdrons la maison, quand nous vivrons dans un appartement horrible dans un mauvais quartier, quand la santé de ton père se dégradera à cause du stress, j'espère que tu pourras dormir la nuit. Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Elle est partie sans un autre mot. Jennifer est apparue quelques instants plus tard avec de l'eau et une expression compatissante. Cette femme est un sacré numéro. Tu n'as pas idée. En fait, si. Ma belle-mère est exactement comme ça.
la culpabilité instrumentalisée et leur super pouvoir. Comment tu gères ça? Je ne gère pas. Mon mari a finalement fixé des limites et elle ne nous a pas parlé pendant 2 ans. Les 2 meilleures années de mon mariage. Jennifer a souri. Elle est revenue en rampant finalement. Elles le font toujours, une fois qu'elles réalisent que la banque est vraiment fermée. Ces paroles me sont restées en tête tout le week-end. J'avais agi en supposant que leur couper les vivres était permanent, final, irréversible. Mais s'ils revenaient? Et s'ils finissaient par s'excuser, reconnaître leur comportement, essayer de reconstruire sur des bases plus saines? Est-ce que j'en aurais même envie? La question me dérangeait plus que la réponse, qui était, probablement pas. La relation était trop endommagée, les fondations trop pourries. On ne peut pas rénover une maison qui doit être condamnée. Dimanche matin, je suis allé courir dans le parc près de mon appartement. Le froid de décembre me mordait la peau, mais l'effort physique me faisait du bien, me purifiait. À mi-chemin de mon parcours habituel, j'ai croisé une femme avec 2 enfants, peut-être de 8 et 10 ans. Ils riaient, jetant du pain au canard de l'étang, complètement absorbés par leur joie simple. La mère a croisé mon regard et m'a souri juste un bref moment ordinaire d'humanité partagée. Mais quelque chose à ce sujet a fissuré quelque chose dans ma poitrine. Je n'aurais jamais ça avec ma mère. La moindre chance que nous ayons eu d'avoir une relation simple avait été étouffée il y a des années par l'inégalité, le ressentiment, et l'empoison d'être valorisé uniquement pour ce que je pouvais fournir. Le chagrin m'a frappé soudainement, vif et inattendu. Pas le chagrin de ce que j'avais perdu en coupant les ponts, mais le chagrin de ce qui n'avait jamais existé. La famille aimante, les parents encourageants, la sœur qui était une amie plutôt qu'une concurrente. J'avais passé 32 ans à essayer de mériter quelque chose qui n'était jamais à vendre. J'ai terminé ma course avec des larmes gelant sur mes joues. Mais le temps de rentrer, de me doucher et de faire du café, le chagrin s'était transformé en quelque chose de plus pur, l'acceptation. Ils étaient ce qu'ils étaient. J'étais ce que j'étais. Et ces 2 réalités étaient fondamentalement incompatibles. Mercredi, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Jessica Mitchell, une voix de femme, professionnelle. C'est Karen Rodriguez de la First National Bank. Nous appelons au sujet d'une demande de prêt vous mentionnant comme co-signataire. Les demandeurs sont Brandon et Victoria Hughes. Je n'ai co-signé aucun prêt. C'est ce que nous devions vérifier. Nous avons reçu une demande avec ce qui semble être votre signature falsifiée. Nous allons refuser la demande et signaler le compte pour fraude. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, fixant mon écran d'ordinateur sans le voir. Ils avaient essayé de falsifier ma signature. Ils avaient essayé de me piéger à nouveau dans leur toile financière sans mon consentement ni ma connaissance. La colère que j'avais contenue avec des décisions rationnelles et une distance froide a finalement éclaté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Le vendredi, j'avais déposé des plaintes à la police pour tentative de fraude, envoyé des lettres de mise en demeure à Victoria et Brandon, et commencé le processus de gel de mon crédit pour empêcher toute tentative future. Mon avocat m'a assuré que l'affaire était simple, surtout que la banque l'avait détecté tôt. Mes parents ont appelé ce soir-là. Papa, cette fois. Sa voix, lourde d'une déception qui n'avait plus le pouvoir de me blesser. Jessica, nous devons parler de ses actions en justice. Mon avocat s'occupe de tout, papa. Si vous avez des questions, contactez-le. Ta mère est dévastée. Victoria a fait une erreur, mais impliquer des avocats, c'est extrême. Victoria a essayé de commettre une fraude en utilisant mon identité. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. Elle est désespérée. Tu leur as coupé les vivres sans avertissement. J'ai donné 32 ans d'avertissement. Personne ne prêtait attention. Tu jettes ta famille par-dessus bord pour de l'argent. Le rire qui m'a échappé était assez amer pour que je le goûte. Je ne jette rien. Vous avez tous très clairement montré à Thanksgiving quelle était ma valeur pour cette famille. J'accepte simplement cette évaluation et j'agis en conséquence. Ta mère est trop bouleversée pour te parler en ce moment. Alors ne la mettez pas au téléphone. Un silence s'est étiré entre nous, rempli de tout ce que nous ne nous étions jamais dit. Le favoritisme, l'inégalité, la lente érosion de tout lien que nous avions pu partager. Je t'ai mieux élevé que ça, a finalement dit papa. Vous m'avez élevé en me faisant croire que la famille était censée s'aimer.
Il s'avère que vous enseignez cela à Victoria, et que j'étais juste l'exemple de ce qui arrive quand on ne rentre pas dans le moule. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Décembre est arrivé avec un froid qui s'infiltre dans les os et s'y installe. J'ai passé ma première saison des fêtes seul, déclinant les invitations de collègues qui voulaient inclure la pauvre femme célibataire dans leur célébration. Je n'étais pas triste, cependant. J'étais libre. L'affaire de fraude a progressé. Victoria avait apparemment signé mon nom sur des documents d'une valeur de 75 000 €, un prêt qu'il prévoyait d'utiliser pour un acompte sur une plus grande maison. Le service des fraudes de la banque avait des enregistrements de tout, y compris des appels où Victoria s'était fait passer pour moi. Mon avocat était ravi. C'est le cas le mieux documenté que j'ai vu depuis des années. Il risque des poursuites pénales. Je veux juste qu'ils arrêtent, ai-je dit. Je ne veux pas les détruire. Alors vous n'auriez pas dû être parente avec des idiots. Noël est passé. Je me suis acheté des cadeaux, la machine à expresso que j'avais toujours voulu, des livres en première édition, un week-end dans un spa au Vermont. J'ai fait des appels vidéo avec des amis qui s'étaient éloignés pendant les années où j'étais trop occupé à gérer les crises familiales pour maintenir des relations extérieures. J'ai découvert que j'appréciais ma propre compagnie quand elle n'était pas constamment interrompue par des exigences déguisées en obligations familiales. Janvier a apporté une résolution. Victoria et Brandon ont plaidé coupables de tentative de fraude dans le cadre d'un accord qui leur a évité la prison mais les a chargés d'amende, de probation et de casier judiciaire. Leur avocat a contacté le mien pour discuter de la restitution pour la détresse émotionnelle et les frais de justice. J'ai accepté des excuses écrites et une ordonnance restrictive permanente. Les excuses sont arrivées en février, tapées sur du papier ordinaire, clairement rédigées par leur avocat. Elles ne contenaient aucune émotion, aucune reconnaissance réelle des années d'exploitation, juste un langage juridique conçu pour satisfaire les exigences du tribunal. Je l'ai utilisé pour tapisser le fond de ma poubelle de recyclage. Le printemps a apporté ma promotion au poste de directrice exécutive, un titre accompagné d'un bureau d'angle et d'un salaire suffisant pour que mon précédent quart de million paraisse modeste. J'ai acheté une maison en banlieue, rien d'ostentatoire, juste une maison de style artisanal avec 3 chambres, un jardin et un bureau où je pouvais travailler de chez moi. Mon premier dîner était intime, 6 amis du travail, du bon vin, de la nourriture de traiteur parce que je n'avais pas envie de cuisiner. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne s'attendait à ce que je résolve leurs problèmes. Personne ne m'a traité autrement que ce que j'étais, une femme qui avait réussi, qui avait travaillé dur et mérité sa place. C'était le meilleur Thanksgiving que j'ai jamais eu, même si ce n'était qu'en avril. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de mes parents, bien que maman ait envoyé des cartes d'anniversaire sans adresse de retour. Les réseaux sociaux de Victoria la montraient travaillant dans un magasin de détail, Brandon ayant l'air beaucoup plus vieux, Lily dans une école publique. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite, dans un quartier moins cher. Leurs voitures étaient des modèles plus anciens, pratiques. Les publications de Victoria sur la gratitude et la croissance semblaient performatives, soigneusement conçues pour reconstruire son image. Je ne les détestais pas. La haine nécessitait un investissement émotionnel que je ne possédais plus. Ils étaient devenus des étrangers qui partageaient mon ADN, des gens que j'avais connus dans une autre vie. En août, j'ai rencontré Daniel lors d'une conférence de travail. C'était un consultant de Seattle drôle et gentil, avec une relation saine avec sa propre famille et aucune dette au-delà de son hypothèque. Quand je lui ai parlé de Thanksgiving, m'attendant à du jugement ou de l'inconfort, il a simplement hoché la tête. Bien joué, a-t-il dit. La famille est censée être les gens qui rendent votre vie meilleure, pas pire. Nous sommes sortis ensemble à distance pendant 6 mois avant qu'il ne déménage à Boston pour un poste dans une entreprise concurrente. Il a emménagé dans ma maison en décembre, juste avant les fêtes. Nous avons organisé Thanksgiving cette année-là, invitant ses parents et ses frères et sœurs, mes amis, mon assistante Jennifer et son mari, 20 personnes entassées dans ma salle à manger, riant et parlant les uns par-dessus les autres, se passant les plats. Personne ne comptait qui avait apporté quoi ou qui avait contribué à combien. La mère de Daniel a insisté pour faire la vaisselle malgré mes protestations. Son père racontait de terribles blagues que tout le monde faisait semblant de trouver drôles. Sa sœur m'a appris à faire sa célèbre tarte aux pommes à partir de rien. C'est à ça que la famille était censée ressembler. À la fin de la soirée, après que tout le monde soit parti et que Daniel chargeait le lave-vaisselle, je me tenais dans mon salon, regardant le chaos contrôlé d'un rassemblement réussi, des serviettes froissées, des verres à vin avec des traces de rouge à lèvres, des miettes sur le parquet,
l'odeur persistante de dinde et de tarte. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu tes photos Facebook. On dirait que tu as trouvé une nouvelle famille à utiliser. Victoria. Elle avait clairement espionné mon profil public, surveillant ma vie à la distance requise par l'ordonnance restrictive. J'ai effacé le message sans répondre. Daniel est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. Ça va? Plus que bien. C'était ta sœur? Ce n'était personne. Il m'a embrassé la tempe, et nous sommes restés là, dans un silence confortable, dans la maison que j'avais achetée avec mon propre argent, entouré de la vie que j'avais construite selon mes propres termes. L'enveloppe avec laquelle maman m'avait sauté ce Thanksgiving contenait 500 €. Les comptes que j'avais fermés cette nuit-là avaient acheminé environ 7000 € par mois dans les poches de ma famille. En 3 ans, je leur avais donné près d'un quart de million, sans compter les dépenses ponctuelles plus importantes, les prêts co-signés, les dettes remboursées, les fonds d'urgence qui n'ont jamais été remboursés. Mais ce qu'ils avaient vraiment perdu, ce n'était pas l'argent. C'était moi. La fille et la sœur qui les avaient aimés malgré tout, qui avaient continué à être présentes, à aider, à espérer qu'un jour ils me verraient comme plus qu'une ressource à exploiter. Ils avaient perdu quelqu'un qui leur aurait tout donné, s'ils m'avaient simplement traité avec un respect élémentaire. Et j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. La preuve que je valais plus qu'ils ne l'avaient jamais reconnu. La preuve que j'étais assez forte pour partir. La preuve que j'étais capable de construire quelque chose de mieux. Les bonus qu'ils avaient reçus ce Thanksgiving avaient disparu le lendemain matin, dépensés pour des choses qu'ils estimaient, j'en suis sûr, méritées. Mes cartes avaient été refusées à leur table de petit déjeuner, mettant fin au voyage gratuit dont ils avaient profité pendant des années. Mais la véritable perte était encore en cours de calcul, à chaque anniversaire où je n'assistais pas, à chaque fête que je célébrais ailleurs, à chaque étape importante de ma vie qu'ils manqueraient parce qu'ils avaient renoncé à leur invitation. Ils m'avaient exclu ce Thanksgiving. Ils avaient eu raison. Je ne comptais plus. Pas dans leur monde. Mais je comptais dans le mien. Et cela a fait toute la différence. Des années plus tard, quand les gens me demandaient si je le regrettais, si ma famille me manquait, si je me réconcilierais un jour, je pensais à ce moment, Thanksgiving, le rire de Victoria, le sourire satisfait de maman, le poids de cette enveloppe exclue que je n'avais jamais reçue. Je pensais à la vie que j'avais construite ensuite Daniel, qui est devenu mon mari, notre fille, Sophie, qui ne connaîtrait jamais la morsure d'un amour inégal, la carrière que j'avais fait progresser sans que les obligations familiales ne me freinent, les amitiés que j'ai approfondies quand j'ai eu le temps de les entretenir. Alors je souriais et je disais, je n'ai pas perdu ma famille. Je l'ai améliorée. Parce que la vérité, c'est que j'avais passé 32 ans à faire partie d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment voulu juste mon argent. Maintenant, j'avais une famille qui me voulait pour exactement qui je suis.